Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et un face-à-face exceptionnel aujourd'hui avec un livre exceptionnel. L'argent du terrorisme. Vous avez vu depuis quelques jours, là on parle dans l'émission effectivement de comment, par exemple, USAID, qui est l'équivalent américain de notre agence française du développement. Mais ça va beaucoup plus loin, l'USAID. L'USAID, vous comprenez, on ne prête qu'aux riches. Ils ont 40 milliards de dollars par mois et comment on les distribue, eh bien, là, vous avez vu, vous avez entendu ce qu'on a raconté. Mais aujourd'hui, l'argent du terrorisme, eh bien, Nathalie Goulet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes sénatrice, je féminise, sénatrice de l'Orne, voilà. Et vous êtes membre de la commission des finances, après avoir été vice-présidente de la commission des lois. Et en 2022, vous avez publié une première version du livre L'abécédaire du terrorisme, et 3 ans après, vous l'avez complètement, effectivement, repris et augmenté, l'argent du terrorisme. Alors là aussi, follow the money, cherchez l'argent. Et qu'est-ce qu'il y a à dire? Je dois dire que votre livre, vraiment, je vous le conseille, prenez le temps pendant les vacances de Pâques ou de mai, de le lire, parce que du blanchiment de capitaux à la corruption, les frères musulmans, le gel des avoirs, les ONG, les paradis fiscaux, les prisons, le Tracfin, ce que fait Tracfin, l'Union européenne. Alors l'Union européenne, comment effectivement presque tout converge. On dit voilà, on a la face, on a la façade et on a derrière effectivement les coulisses. Alors Nathalie Goulet, on va prendre beaucoup d'exemples. Mais qu'est-ce qui ressort de cela? Une très grande tolérance, en réalité, une très grande naïveté. Alors, je dois mettre un petit bémol, parce qu'avec ce qu'on a fait sur le narcotrafic, c'est comme si on avait libéré la parole. Donc c'est déjà pas si mal. Mais quand même, en réalité, les circuits de financement du terrorisme utilisent les mêmes circuits que la délinquance financière. Et donc tant qu'on aura du blanchiment, tant qu'on aura cette tolérance sur le blanchiment, alors de petite intensité ou de plus grande intensité, parce que là on pourra donner des exemples en pagaille, tant qu'on n'aura pas lutté contre les paradis fiscaux, tant qu'on n'aura pas lutté contre la fraude et l'évasion fiscale, on aura du mal à lutter efficacement contre le financement du terrorisme. Alors je voudrais, Nathalie Goulet, justement, on va expliquer la mécanique, parce que ce qui est passionnant dans votre livre, et ce qui passionne aussi tout le monde, aussi bien moi-même que tout le monde, c'est, je voudrais que, voilà, allez, on va poser le truc, je suis terroriste, je suis membre d'une organisation, quelle qu'elle soit terroriste, et évidemment j'ai besoin d'argent. Le moteur à la fois de l'histoire et le moteur de fonctionnement. Alors, prenons un terroriste quelconque, de quelque ordre que ce soit. Voilà. Comment je fais? Comment, par exemple, donnez-moi 1 ou 2 exemples, c'est-à-dire comment je fais pour trouver de l'argent, et je vais pas dire aux gens, allez, donner des dons, c'est pas les pièces jaunes, c'est pas le téléthon, donner des dons pour le terrorisme. Alors je fais comment? Le djihad-ton. Djihad-ton, voilà, non, alors on prend un exemple tout simple, une cagnotte en ligne. Vous allez avoir sur les réseaux une demande de collecte en ligne pour un objet qui peut vous sembler parfaitement normal, c'est-à-dire par exemple, un hôpital en Syrie, ou un hôpital même au Liban, ou un hôpital quelque part. Donc les gens vont donner dans une cagnotte en ligne, un crowdfunding, peu importe, sur un compte. L'argent du compte va être transféré à l'étranger. L'argent va être retiré en espèces et va servir à acheter des armes, autre chose. On a vu des centaines d'exemples de ce genre-là. Donc si vous voulez, l'objet est licite au départ, mais l'utilisation est complètement détournée d'une façon extrêmement simple. Et ça, il y a des milliers... Enfin, c'est pratiqué à très grande échelle. Oui, c'est pratiqué à très grande échelle. On a désormais soumis les cagnottes en ligne à notre renseignement financier, qui est Tracfin, dont il faut absolument louer le travail des agents qui sont absolument formidables, et qui, évidemment, ont des déclarations de soupçons en disant attention, là. Alors, on a ça. On a aussi, dans la sphère légale, dans la sphère du quotidien, finalement, des vecteurs. Prenons l'Union européenne dont vous avez parlé. Oui, allons-y sur l'Union européenne. L'Union européenne, c'est formidable. Alors, l'Union européenne donne des centaines de milliers d'euros, alors aux universités à Gaza, pourquoi pas, mais aussi en Europe, à des associations qui sont clairement en lien avec les frères musulmans. Donc, je suis allé rechercher les lignes budgétaires de l'Union européenne. Donc, il y a des centaines de milliers d'euros qui sont donnés à des associés chaque année, oui. à des associations dont on connaît les noms, dont on connaît les liens avec les frères musulmans ou l'islam radical.
Par exemple, pour la promotion du port du voile, moi, à titre personnel, j'ai rien contre les femmes qui portent le voile volontairement. Ça ne me dérange pas, c'est leur liberté ou leur choix. J'ai tout contre le contribuable français et européen qui fournit et qui fournit des moyens à cette publicité pour le port du voile. D'ailleurs, on a voté hier un texte au Sénat pour l'interdiction du port du voile en matière de sport. Qui peut poser un tas de problèmes. Mais si vous voulez, compte tenu de ce qui se passe en ce moment et de l'islam politique qui grignote le pays, je pense que c'est un texte qui n'est pas parfait et qui peut choquer, et moi je comprends. Mais alors justement, Nathalie Goulet, restons sur ce l'Union européenne. Quand l'Union européenne, qui décide? Alors c'est la Commission. Voilà, qui décide de distribuer la manne céleste à telle ou telle ONG, à telle ou telle association, etc. C'est la Commission. Commission. Et alors Gérald Darmanin, quand il a été ministre de l'Intérieur, a élevé un certain nombre de protestations. On est intervenu. Il y a eu des questions écrites, des questions orales, etc. Enfin, on a fait là, au dernier budget, j'avais déposé un amendement de suppression d'une partie du budget de la contribution de la France à l'Union européenne en disant si c'est pour faire ça, retirons nos sous, parce que c'est quand même pas la peine. Alors on peut pas, c'est une contribution obligatoire, mais on se promet, on va surveiller, on va contrôler. Le résultat de tout ça, cher André Berkoff, c'est que l'Union européenne a, en plus, délégué des programmes de formation à l'université islamique de Skopje. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme formation. Skopje et l'ex-Yougoslavie. Voilà, en Macédoine. Macédoine, voilà, qui ont évidemment applaudi au 7 octobre, qui ont porté le deuil de Haniyeh. Enfin, je veux dire. Mais alors, attendez, qui. Non, mais je vous dis. La Commission européenne. La Commission européenne. Mais est-ce qu'il y a. Alors, et quand ils voient que c'est l'université de telle, etc. Mais c'est un choix. Mais est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce qu'il y a un contrôle? Non, mais c'est un choix. Alors, c'est parce que le programme leur semble bien. C'est au nom de la diversité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre vision française de la laïcité n'est pas partagée par tout le monde. Bien sûr. Et que donc, au nom de la diversité, on va financer nos ennemis, parce que c'est quand même ça la réalité. Et c'est très compliqué à combattre. Mais alors, Nathalie Goulet, dans les Creusons, c'est très intéressant. Le Parlement européen ne contrôle pas les dons ou les subventions de la Commission européenne? Alors, il y a eu un certain nombre d'interventions, notamment Bellamy est intervenu. Non, mais dans la pratique. Non, mais il conteste. Il demande. Alors, il y a par exemple une histoire abracadabrantesque, un amendement déposé pour interdire les financements, qui d'ailleurs n'a pas été voté par les parlementaires du groupe présidentiel. D'ailleurs, il y a leur nom au chapitre de l'Union européenne. Mais c'est surtout que l'amendement n'a pas eu de suite, puisque le texte support n'a pas été voté. Donc, si vous voulez, il y a là une impunité. Et un anonymat de cette espèce de magma qu'est la Commission européenne, sans qu'on arrive à avoir finalement un contrôle de notre financement. Et il n'y a pas que là. Mais dans cette affaire-là, c'est quand même extrêmement grave, parce que, si vous voulez, par exemple, le comité contre l'islamophobie qui a été interdit en France est installé en Belgique. Où il fait des ravages. Vous avez qu'à voir ce qui se passe en ce moment à Bruxelles. Et tout ça, c'est du grignotage des principes républicains, avec des gens qui poussent de plus en plus contre la laïcité. Vous avez de plus en plus d'actes contre les professeurs, contre les instituteurs, avec des élèves de plus en plus jeunes. Nous finançons. Nous finançons. Ces associations. Alors, non seulement par le biais de l'Europe, mais aussi par nos impôts. Parce que quand des associations déduisent par exemple, donne un formulaire au terme desquels les dons peuvent être déduits. Des impôts, bien sûr. Voilà, bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas de contrôle après, et que finalement, quand une association avec un objet X ou Y, je donne un exemple très clair d'une collecte avec une association qui collectait de l'argent pour une école d'oléma en Mauritanie, c'est-à-dire une école d'imams en Mauritanie, liée avec les frères musulmans, pour lequel la Mauritanie avait d'ailleurs fermé cette école, mais nous on continuait à collecter. Tout va bien chez les 7 nains. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était déductible d'impôts. Et quand il y a une déduction d'impôts, ça veut dire que ça retombe sur l'ensemble des contribuables. Bien sûr. La Cour des comptes est intervenue en disant qu'il faut mettre de l'ordre dans la maison, mais ça, c'est pas possible. Tout ça se passe en toute opacité et en toute impunité. Oui, mais en toute connaissance de cause, et c'est extrêmement difficile de revenir là-dessus. C'est des sujets.
Et ça, il faut bien le dire, ça porte sur des millions d'euros, hein, chaque année, disons des dizaines de millions d'euros, etc. Oui, je cite tous les chiffres. Non, je sais, et c'est pour ça que je vous dis, je le recommande vraiment, ce livre, c'est passionnant. Vous voyez où passe votre argent, enfin, et pas seulement votre argent, l'argent de 400 millions d'Européens, pour ne parler que d'eux. Et alors, continuons un peu, vous parlez, donc le blanchiment, en fait, tout cela, comme on l'a vu d'ailleurs dans la guerre Russie-Ukraine et autres, c'est une lessiveuse extraordinaire, un blanchiment géante. total. Géante. C'est ça. Alors, c'est de petite intensité. Vous avez un tas de petits commerces ou de restaurants qui n'ont jamais de clients mais qui sont ouverts tout le temps. Donc ça, on l'a vu sur le narco, mais il n'y a pas que le narco. Il y a toute une chaîne. On introduit dans les restaurants. Voilà, dans le circuit légal. On blanchit l'argent, oui. Voilà. Oui. Donc tout ça rentre dans le circuit légal. Donc vous avez un certain nombre de facilitateurs dans la sphère quotidienne. Pour du blanchiment de petite intensité ou de plus grande intensité. Et puis vous avez des paradis fiscaux, vous avez aussi des pays amis qui ne respectent absolument pas les règles du jeu, notamment en matière de violation des sanctions internationales, etc., où ça continue à blanchir l'argent russe, l'argent iranien, l'argent de la délinquance, etc. Et donc ces espèces de lessiveuses géantes, alors c'est pas forcément pour le terrorisme, et ça peut être de la criminalité organisée. Le résultat n'est pas meilleur en ce qui concerne... Vous savez, le blanchiment d'argent, c'est environ 5% de toute la production du PNB national, enfin international. C'est-à-dire 2000 milliards. C'est pas un film, c'est 2000 milliards par an qui échappent à l'économie réelle. Soit pour de la délinquance, de l'enrichissement, etc. Soit pour financer du terreau. Et comme c'est les mêmes circuits, vous avez un exemple absolument effrayant sur le trafic de migrants. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Nathalie Goulet. Les paradis fiscaux, le blanchiment, les trafics de migrants. C'est quand même terrible. Hallucinant. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. L'argent qui corrompt, l'argent qui pourrit, disait François Mitterrand, mais l'argent qui sert à un certain nombre d'activités qui peut-être ne sont pas louables, c'est le moins que l'on puisse dire, ne sont pas fréquentables, mais on les fréquentait. Le livre de Nathalie Goulet, L'argent du terrorisme, eh bien, on en parle longuement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on vous parle, c'est passionnant, on vous dévoile la mécanique. Alors, Nathalie Goulet, comment ça se passe donc, ces merveilleux paradis fiscaux dont on nous dit pratiquement chaque année que c'est fini, qu'il n'y en a plus, ou presque plus, qu'on a écarté, vous ne pouvez pas savoir. Le travail a été fait de vrai lessivage, ou de nettoyage au Karcher, comme disait l'autre. Mais c'est pas le cas. Non, mais ça peut pas être le cas. Si vous voulez, il y a des pays qui font des efforts, et le GAFI, qui est l'organisme qui crée ces listes, évidemment, gère ça. Mais il suffit de signer une convention pour sortir de la liste grise. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne maintenant, c'est qu'on a quasiment plus, à part l'Iran, la Corée, etc., on a très peu désormais de terrorisme d'État. On a un terrorisme d'individus, mais c'est de proximité. C'est international. Oui, mais si vous voulez, ce qui se passait avant le 11 septembre, on avait des terrorismes d'État. Ce terrorisme d'État a cessé, clairement, parce qu'il y a le name and shame, et que la politique internationale, vous voyez comment l'Arabie Saoudite réhabilite son image, etc. C'est très très important. Bien sûr. Par exemple, les Émirats essayent de faire des efforts, un peu schizophréniques, mais enfin ils font quand même des efforts. Mais c'est quand même difficile. Si vous voulez, l'équation est la suivante. Vous êtes un hub de crypto-actifs, qui par définition n'est pas complètement transparent. Vous êtes un hub pour tous les Russes qui se sont échappés des sanctions internationales et tous les Iraniens qui ne veulent pas non plus. Vous êtes quand même une très très grande lessiveuse et vous voulez laver votre nom et apparaître comme étant un acteur de la lutte contre le blanchiment. C'est quand même une équation qui est un peu compliquée. Alors Darmanin est allé aux Émirats récemment. D'ailleurs, ils vont nous rendre quelques narcotrafiquants qu'ils avaient gardés par devers eux. Donc ça progresse. Mais si vous voulez, ça progresse quand même lentement. Quand vous avez des ports francs, quand vous avez des zones franches énormes où il se passe à peu près tout,
Il y en a d'ailleurs au Luxembourg, en Suisse. Il y en a partout d'ailleurs, non ? Ouais. Donc, si vous voulez, ce sont des endroits de non-droit. Donc il y a des trous dans la raquette, des traux énormes dans la raquette. Oui, bien sûr. Oui, mais alors, justement, mais comment je reviens à la mécanique. Comment ça se passe ? Alors, par exemple, encore une fois, je reviens à mon organisation qui n'est pas mince, etc., que je puisse envoyer tel ou tel terroriste faire tel ou tel méfait dans tel ou tel endroit, d'un groupe, etc., et malheureusement, on n'en manque pas. Je fais comment, par exemple, je passe par... alors, on a parlé du blanchiment de capitaux, je passe par des paradis ou des ports francs. Comment je fais ? Non, mais le blanchiment, c'est l'outil. Oui. Tout passe par le blanchiment. Ça, c'est la matrice, si vous voulez. Matrice, oui. Après, vous avez les cagnottes en ligne, etc. Bon, vous avez aussi une vieille technique qui ressemble un peu au lombard des rois maudits, pour les plus jeunes d'entre nous, qui est la Walla. La Walla, c'est un vieux système qui existe depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai de l'argent à Paris, vous allez être à Dubaï, vous allez payer pour moi à Dubaï et je vous rendrai l'argent à Paris. Il n'y a pas de circulation, on voit rien, il se passe rien. Voilà. Donc, il y a plein de systèmes, mais tout ça passe par, de toute façon, le blanchiment. Et puis, vous avez tout un tas de trafics où, évidemment, les gens ont des espèces qui rentrent ensuite tranquillement dans le circuit légal. C'est ça, le blanchiment, en fait. Nathalie Goulet, juste une nouvelle qui vient de tomber. Richard Ferrand a été nommé président du Conseil constitutionnel. Ça n'a rien à voir, je précise tout de suite, avec notre sujet. Voilà. Il n'est peut-être pas encore complètement président. Il est le candidat du président de la République à la présidence. Non, mais le Conseil d'État vient de valider. Vous savez qu'il y avait la réunion. Là, c'était ça. Hein. Non, c'était... Non. D'État. Ça, hein. Non, à la nationale, d'accord, de Richard Ferrand en tant que président du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc il est approuvé. Voilà. Pour revenir donc à nos... c'était juste donner l'information. Pour revenir, là, vous avez dit, ça c'est la matrice, effectivement. Mais aujourd'hui, par exemple, les paradis fiscaux ou les ports francs, vous parlez de beaucoup de choses dans votre livre, c'est très intéressant. Vous parlez des sociétés civiles immobilières, vous parlez des groupes comme Egmont, etc. Vous parlez des kidnappings, vous parlez de la surveillance des transactions. Tout ça, comment ça se passe alors ? Vous avez quand même un certain nombre de structures, dont le groupe Egmont, dont le GAFI, etc., qui se sont mis des structures internationales qui essayent de contrôler un peu tout ça. Et dans tous les pays, c'est créé des cellules de renseignement financier pour essayer, y compris au Vatican. Parce que l'année dernière, il y a eu quand même une très belle affaire de 200 millions de blanchiment. L'association des deniers de Saint-Pierre ont détourné 200 millions pour acheter de l'immobilier à Londres. Voilà, qui se fiait. Mais vraiment, alors si on peut plus faire des affaires. Voilà. Alors le pape s'en est un peu ému. Il y a eu quelques sanctions et puis ils ont créé un peu de contrôle dans la Banque du Vatican. Donc vous voyez, voilà, le blanchiment, c'est partout. Ouais. Et alors justement, aujourd'hui, est-ce qu'on constate, alors vous parlez, vous avez raison, dans votre livre du combat, effectivement, contre ce terrorisme, mais heureusement. Mais en même temps, on a l'impression que, enfin, comment dire, donc ce n'est plus une cautère chirurgienne de bois, mais est-ce que ce n'est pas un travail de Sisyphe où on se dit oui d'accord, on attaque là, mais une autre brèche s'ouvre ailleurs? Mais c'est-à-dire que les délinquants, les criminels et surtout les terroristes, mais tout ça est à mettre dans le même sac, ont une créativité extraordinaire. Donc si vous voulez, le gendarme, il court toujours moins vite que le voleur. Après le voleur, et surtout, le temps parlementaire est toujours plus long. Et quand c'est le Parlement national, mais quand c'est le Parlement européen ou des structures internationales comme l'ONU, etc. Alors c'est pourquoi il y a ces structures comme le groupe Egmont qui regroupent les cellules de renseignement financier et qui essayent d'harmoniser un peu les règles et d'échanger les données, etc. Donc oui, évidemment, ça progresse, mais chacun trouve, vous voyez, on parlait il y a une minute du trafic de migrants, qui est un sujet éminemment important. D'abord, c'est un sujet... Alors parlons-en du trafic de migrants. Parlons-en. Non, mais aujourd'hui, attendez, du matin au soir, on a 500 000 personnes qui arrivent, on voit de partout, on a parlé des passeurs, on a parlé des ONG qui sont très... Alors justement, parlons de ça. Elles sont subventionnées par qui? Les
les subventions et les dons par quoi, etc. Militante, mais moi je veux bien qu'ils aient des dons. Mais comment ça se fait que les gouvernements, que les parlements participent à cela? Alors il y a deux choses. Il y a l'aspect des associations dont on a parlé avec un peu plus d'1 milliard d'argent pour l'asile et l'intégration. Moi je vais vous parler de l'étape précédente, qui est le moment où des gens en situation irrégulière arrivent grâce à des passeurs. Ces passeurs prennent à peu près 2500, 3000 $ de la part de chaque individu pour les aider à passer. Et il y a quelques mois, une filière a été arrêtée à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, organisée par des Irakiens, mais aussi des Russes, avec toute une filière organisée pour les faire passer en Allemagne. Mais une fois qu'ils sont en Allemagne, qui est moins généreuse que la France, après ils passent en France. Après, Schengen, et après ils essayent de... Oui, d'accord, mais Schengen, il faut encore un visa. Mais là, de toute façon, c'est des gens en situation irrégulière. Donc ils sont plus ou moins aidés. Et la France, de ce point de vue-là, était quand même un aimant à fraudeurs et un aimant... Bon. Et puis, l'enquête a montré que... la première filière avait utilisé des cryptoactifs pour un peu plus de 500 000... Expliquez cryptoactifs. Comme des bitcoins. Ah, c'est ça. Voilà. Pour à peu près 500 millions $. Voilà. Et il y a 30 millions qui ont été identifiés comme ayant été versés au Hezbollah. Ah ouais. Et plus de 13 millions au djihad islamique. Donc vous voyez que ces passeurs qui essayent de passer des Iraniens, des Pakistanais, enfin toute la misère du monde... Donc ces passeurs qui à l'Europe donnent aussi au Hezbollah, au djihad islamique. Et c'est en cela que le trafic de migrants finance le terrorisme. Et puis, en sous-produit de ce trafic, il y a aussi du trafic d'organes. Comme le monde entier manque d'organes, vous avez un trafic d'organes absolument scandaleux, encore plus douloureux, qui fonctionne très bien et qui est vraiment sous contrôle, notamment d'Interpol. Et là, ça arrive aussi au terrorisme. Enfin, ça alimente les filières terroristes. Oui, parce que notamment du temps de Daesh, qui n'est pas complètement fini, on considérait que finalement prendre des organes d'un apostat pour servir un musulman, cause, voilà, c'était une halalisation des trafics et que donc c'était permis. C'était formulé comme ça. Oui. C'était carrément. Il y a une fatwa qui est que je suis allée rechercher, que j'ai fait traduire. Qui est d'ailleurs très intéressante de ce point de vue-là, dont je vais vous donner les références pour les gens qui nous écoutent, qui est une fatwa 61, 62, 64, 68, rendue par l'État islamique, qui a considéré donc que c'était vertueux, puisque c'était une halalisation des trafics. Et que prélever un organe d'un apostat au profit d'un musulman serait religieusement vertueux. Donc ça va, donc trafic d'organes, trafic de migrants, trafic d'êtres humains, tous les trafics. Enfin, voilà, exploitation sexuelle, etc. Ouais, etc. Ouais. Il y a beaucoup d'argent. Ouais, et 150 milliards par an. 150, quoi, vous parlez de quel du chiffre d'affaires des trafics d'êtres humains. Les trafics d'êtres humains, c'est 150 milliards d'euros par an. Sur la planète, en ce moment, il y a 50 milliards de personnes qui sont soumises à un trafic d'êtres humains, alors migrants... 50 millions, attendez. 50 millions de personnes, 50 millions, c'est ça. C'est déjà beaucoup, oui, c'est déjà énorme. On va continuer d'en parler, là, de cet argent du terrorisme, après cette petite pause avec Nathalie Goulet. Ce qui est quand même frappant, c'est la béance de tout ça. Évidemment, il y a des gens qui combattent. Mais c'est énorme. Enfin, on a l'impression d'un Himalaya. Et évidemment, quand les intérêts sont en jeu, quand l'argent est en jeu, c'est très difficile. Il y a quand même des... Et encore une fois, le travail sur le narcotrafic va beaucoup aider la suite, je crois, des... On va en parler tout de suite. De la lutte. De la lutte, oui. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Eh bien, Maud, où est-ce qu'on peut nous écouter, nous réécouter et surtout nous appeler? Vous pouvez appeler le 0826 300 300 pour passer en direct à la radio, pour poser vos questions à la sénatrice Nathalie Goulet et à André Berkov en direct. Eh bien, Nathalie Goulet, justement, continuons cette espèce de voyage, non pas au pays, je dirais au continent et au monde, effectivement, du blanchiment, du terrorisme et de comment l'argent arrive où normalement, dans un état normal, il ne devrait pas arriver. Et vous avez parlé hors antenne du blanchiment à bas bruit, enfin du blanchiment low cost. Mais c'est ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Alors, prenons des exemples. C'est quoi le blanchiment low cost
quoi, par là, les sociétés civiles immobilières, on peut faire des choses ou pas? Oui, mais c'est facile à transférer. Ouais. C'est plutôt anonyme. Il y a eu beaucoup de sujets avec ces sociétés civiles immobilières. Le sujet est en passe d'être réglé. D'une part parce qu'il y a une directive européenne qui impose plus de contrôle, et d'autre part parce que dans le texte qu'on a voté au Sénat et qui devrait arriver à l'Assemblée nationale prochainement, on a demandé un contrôle désormais des agences immobilières. Mais il se passait quoi en fait avant, tant que le contrôle, je comprends, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on faisait concrètement pour faire passer, pour blanchir? Mais par exemple, la cession de SCI était très facile. Vous pouviez avoir aussi dans les actifs, par exemple, d'une association, des parts de SCI dont les propriétaires sont plus ou moins opaques. C'est ça. On n'avait pas besoin de donner des détails sur. Non, et puis la cession est très simple. Cession de parts sociales, c'est très facile. Bien sûr. Mais ça peut porter sur des sommes très importantes, sur des immeubles de grande valeur, etc. Donc, on a plusieurs fois attiré l'attention. On a fini par avoir une directive européenne qui demande un peu plus de contrôle. Là aussi. Il y a beaucoup de travail. C'est vraiment un travail de longue haleine. Bien sûr. Il faut vraiment une volonté. Il faut une volonté sur la durée. Oui. Mais comme vous parliez de low cost et de basse intensité, c'est ce qu'on disait sur les associations. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas contrôler toutes les associations, parce que sinon vous allez avoir la confrérie du Camembert, ce qui pour le sénateur de l'Orne serait une catastrophe. Vous avez les pêcheurs à la ligne, vous avez les joueurs. Vous avez 1,5 million d'associations en France. Vous ne pouvez pas enquiquiner tout le monde au motif qu'il y a une partie des gens qui font des fantaisies avec leur association. Donc vous voyez. Mais en même temps, si vous ne pouvez pas contrôler celles qui justement se livrent au trafic, etc. C'est pour ça qu'on est un certain nombre à militer pour que, avant d'autoriser une association à déduire fiscalement ou à ce que les donateurs puissent déduire, il y a une espèce de label qu'on puisse donner, ce qui évidemment faciliterait les choses. C'est encore pas le cas. Oui, mais alors je vais vous dire, Nathalie Goulet, le plus grave, c'est encore pas ça. Effectivement, vous parlez de certaines associations, c'est très bien. Mais encore une fois, je reviens à ça, je parlais de ONG, soi-disant organisation non gouvernementale. Oui. Et quand c'est le gouvernement ou l'État, ou donc les contribuables qui subventionnent, qui donnent cette association, et vous savez qu'il y en a énormément. Bien sûr. Pas seulement en France, en Amérique, partout. Et ça, on ne fait rien là-dessus. Enfin, on n'arrive pas à... on a l'impression que ce que font Trump et Musk, c'est nouveau, alors que ça devrait être la norme. Oui, mais c'est un coup de pied dans la fourmilière, et moi, je trouve ça extrêmement sain. Oui. Parce que ça oblige à revoir. Si vous voulez, les idées reçues et les habitudes, c'est quand même un truc qui vous rend extrêmement paresseux. Bon, certes. L'échec parlementaire, c'est aussi un truc qui vous démobilise. Parce que si vous voulez, quand vous essayez plusieurs années de suite d'obtenir... Par exemple, les cartes prépayées. Ouais. Vous envoyez vos enfants en vacances, vous voulez pas qu'ils aient de cash, vous leur achetez une carte prépayée, ils peuvent retirer de l'argent comme ils veulent, etc. Donc un certain nombre d'entre nous avaient noté que c'était un moyen de financer le terreau. Pour la loi antiterroriste de 2015, j'ai déposé un amendement en disant il faut contrôler les cartes prépayées, et les ministres de l'époque et le rapporteur, c'est là-dedans, parce que le journal officiel est mon témoin, donc je suis tranquille. Ouais. On dit mais pas du tout, ça sert pas à ça. Sauf que 2 ans après, même pas 2 ans après que ça a été pour le Bataclan, il y a eu des cartes prépayées, parce que vous comprenez, une carte prépayée ça va, mais 3000 cartes prépayées, bonjour les dégâts. Donc après, avec ces cartes-là, vous retirez des sommes, donc maintenant il y a un petit contrôle. Mais vous voyez, vous n'allez pas enquiquiner toute la population pour une carte prépayée, parce que des gens en font un mésusage. Bien sûr. Et vous ne pouvez pas. Mais... Et puis après se pose une question de liberté individuelle. Vous avez de l'argent à la banque. Vous voulez retirer maintenant 5 000 € de l'argent que vous avez gagné toute votre vie. Oui. Vous allez devoir remplir 14 000. Oui, c'est hallucinant, d'ailleurs, et puis le banquier va vous demander pourquoi, etc. Et vous pouvez tout à fait que c'est pour aller rue Saint-Denis acheter des petites culottes. C'est votre droit absolu. Bon. Mais votre liberté de disposer de votre argent quand vous voulez, ça devient aussi extrêmement compliqué. Donc vous voyez où ça nous amène dans des contrôles. Alors il y a des pays qui suppriment complètement le cash, mais c'est aussi une violation de la liberté individuelle. Enfin, c'est quand même des sujets. Donc si vous voulez, il vaut mieux aller sur les sujets qu'on connaît, c'est-à-dire les trafics, essayer de juguler le blanchiment, discuter avec nos amis qui ont des ports francs, des paradis fiscaux, et leur expliquer que tout ça doit être contrôlé, voilà, et essayer d'assécher les filières.
de façon à ce que le citoyen bénéficie quand même d'un peu de liberté qui finisse par être un peu annihilé par tout ça. Oui, sauf que effectivement, vous avez raison, parce que le problème est entre la liberté individuelle et enfin la liberté individuelle ou la liberté de chacun de disposer de ce qu'il a gagné, et puis l'extraordinaire mafia, et comme vous dites, parce qu'il y a les États et puis il y a les États voyous. On va pas il y en a faire encore. la liste, mais il y en a encore. Oui, il y en a, bien sûr. Qui eux profitent, voilà. Et puis toutes les zones de conflit qui sont complètement déstabilisées. Enfin, je veux dire, nos amis ukrainiens, il faut pas croire qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y aura pas de trafic d'armes, qu'il n'y aura pas de trafic tout court, qu'il n'y aura pas de détournement dans une zone qui est devenue totalement incontrôlable. Et puis vous avez des sujets. Attendez, Nathalie Goulet, moi je vous demande la spécialiste que vous êtes. Oh mon Dieu. Ouais. Non. Quand Zelensky dit, écoutez, moi, vous dites que vous m'avez envoyé 200 milliards, il y a 100 milliards que j'ai pas reçus. C'est quoi ça? Je veux dire, où il ment, qu'est-ce qui se passe? Prenons l'exemple de l'Ukraine, sans rentrer dans les détails. Mais c'est un sujet. C'est-à-dire, et comment il se fait que des armes se retrouvent au marché noir, en Albanie, ou même dans nos banlieues? C'est ce qui se passe en Afrique aussi, je vous signale, c'est la même chose. Mais ce qui se passe simplement, c'est qu'il y a des détournements, mais vous savez très bien qu'il y a eu plusieurs procès de hauts responsables de l'armée ukrainienne qui avaient détourné des fonds qui étaient destinés à l'armée en question. Donc il y a déjà des gens qui se sont fait prendre la main dans le pot de confiture. Et je pense que quand le conflit sera terminé, il y aura probablement des explications de texte, à part aujourd'hui. Oui. Mais toutes ces zones de conflit sont des zones qui deviennent des zones de non-droit, et tout ça circule. Et puis, pour parler de choses moins actuelles, mais puisque vous me donnez cette antenne, je vais en profiter, la contrefaçon. Oui. Vous pensez qu'acheter une chemise avec un crocodile, un faux sac de marque au bazar d'Istanbul, ça vous emmène pas très loin, mais ça finance absolument tous les trafics. Il faut se rappeler que les frères Kouachi ont payé une partie de l'attentat du mois de novembre 2015 avec du trafic de fausses chaussures Nike. Mais donc c'est pas du tout anodin. Kouachi, je rappelle les massacreurs de Charlie Hebdo. Faut pas du tout négliger ces affaires-là. Et vous voyez, quand on dit que dans la sphère légale, parce que tout le monde est habitué à la contrefaçon. Vous achetez un faux sac de marque en Italie, en Espagne, à la Costa del Sol, où vous voulez. 30 euros, 50 euros, etc. Vous vous dites, je m'amuse un peu, je fais de mal à personne. Bien mais sûr. Si, ça finance des réseaux. C'est très grave. Nous avons, je crois, Cédric de Béziers. Je vais le voir la semaine prochaine, Cédric. Bonjour, madame la députée. J'aurais une question, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, et c'est vrai que ces recherches-là sont très importantes. Est-ce que dans votre livre, que je n'ai pas encore lu, vous avez peut-être pensé aussi à regarder, on parle de terrorisme et de financement de terrorisme, que ce soit des petits restaurants, que ce soit également, là vous parliez de contrefaçon ou de trafic d'êtres humains, oui. Et est-ce que vous avez pensé aux jeux vidéo? Parce que moi je joue sur un jeu vidéo depuis des années, depuis l'année 2007, auquel on a demandé de faire des mises à jour, auquel on a demandé plein de choses. L'éditeur est Smell Game, pour pas le citer. Il a plein de jeux officiels, mais le jeu Bounty Bay Online auquel on joue, en fait, finance tous les autres jeux vidéo. À la base, il est basé sur les États-Unis. On a été voir via Google et en fait, on n'a rien trouvé qu'un tout petit local de rien du tout. Mais derrière, c'est la Chine. C'est la Chine. Quand on envoie un mail aux éditeurs pour leur dire on a un bug là, il faut faire ci, il faut faire ça et tout ça, à savoir que c'est le jeu le plus cher du monde, puisqu'en fait, moindre petit truc, il faut dépenser des sommes astronomiques. J'ai un ami qui a mis plus de 7000 € pour pouvoir avoir un joli stuff pour jouer. C'était un truc affolant. Et à côté de ça, on nous dit ah oui, mais et c'est pour ça qu'on sait que c'est chinois et il y a peut-être autre chose derrière, parce que dernièrement, ils nous disent ah ils sont en vacances, on peut pas vous répondre parce que les techniciens sont en ce moment en vacances pour le Nouvel An chinois. Donc c'est vrai que le financement par le jeu vidéo est une très bonne technique et je pense qu'il faudrait regarder là-dessus, surtout que ça n'est pas de l'abonnement, là c'est de la dépense. C'est de la dépense, absolument. Mais Cédric, je vais vous dire, à moins de considérer, et c'est possible que la Chine soit un État terroriste, mais vous dites effectivement ça fait partie des milliers d'instruments que l'on peut utiliser. Je voudrais juste vous rappeler, juste pour la bonne bouche, ce que disait
disait un sage, il disait, vous savez, Dieu a créé le monde, le reste, c'est les Chinois. Donc, voilà. Alors, cher monsieur, je serai le 25 à 18h30 à la médiathèque de Béziers. Donc, je vous propose de venir me voir. Ben voilà. Bibliothèque de Béziers, chez Robert à la Ménard, médiathèque. Le 25 à 17h. Le 25. Oui. Voilà. Donc, vous pourrez rencontrer Nathalie Comme ça, Goulet on en parlera. et lisez son livre. Les CD contrefaits contiennent des programmes de formation et le Hezbollah a une grande tradition de financement grâce à la contrefaçon et notamment celle de CD. Écoutez, on se retrouve, en tout cas c'est passionnant, juste après cette petite pause, et c'est le 0826 300 300. 0826 300 300. C'est ça, celle-là, on fait un peu jet d'écho, ça fait bien. Et André Berkoff. Nathalie Goulet, L'argent du terrorisme, avec une préface de Jean-Charles Brizard aux éditions du Cherche Midi. Et effectivement, c'est plus une raquette, je dirais, c'est une espèce de marigot qu'on essaye d'assécher à la petite cuillère. Hein. C'est pas évident, et c'est pas tous les jours comme ça. Alors, justement, hors antenne, Nathalie Goulet, vous parliez d'un exemple, voilà, de trou dans la raquette, service des étrangers, accueil des étrangers, et puis transfert de capitaux. Oui. Alors, comment ça se passe? Sur la fraude sociale, vous avez eu mon excellent ami Charles Pratt, qui est le meilleur d'entre nous. Mais simplement, au moment de la guerre en Syrie, en Irak, on a eu beaucoup de djihadistes français qui continuaient à toucher des prestations. Et donc, on avait demandé, notamment, vous savez, les notables vieillissants parlent d'eux dans leur discours. Donc, les notables vieillissants parlent de leur travail au micro. C'est un truc, expression de Robert Badinter. Pas le micro, mais les notables vieillissants qui parlent d'eux dans leur discours, c'est Robert Badinter. Et je me l'applique. Mais en l'espèce, j'avais demandé à ce qu'on arrête de verser sur des comptes à l'étranger des prestations liées au domicile en France. Il a fallu 4 ans. Bon. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lien entre le service des étrangers et les organismes de sécurité sociale. Je m'explique. Vous avez un Américain, un Canadien, un Suédois qui vient en France pour travailler. Ouais. Il va avoir un contrat de travail, il va avoir une carte de séjour, il aura une carte vitale, c'est normal, il travaille, etc. Son contrat de travail expire, son titre de séjour expire, ça désactive pas sa carte vitale. Ah d'accord. Vous voulez dire que le contrat a fini, il n'y a aucune raison qu'il reste, mais la carte vitale, elle est toujours en activité, voilà. En fonction. Donc s'il reste, il sera en situation irrégulière, mais ça ne va pas désactiver ses droits. Voilà. Il n'y a pas de relation, il n'y a aucune relation automatique. Non. Il devrait y avoir. Hein. Il devrait y avoir. Oui, non, mais là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, les caisses peuvent interroger, dit le texte, périodiquement, c'est l'article L114-10-2 que j'essaye de modifier depuis des années, donc je le connais quasiment par cœur. Les caisses peuvent interroger périodiquement le service des étrangers. Et là, on a quand même la cerise sur le gâteau, c'est qu'on avait 2 fichiers. On avait l'AGDREF, l'administration générale des étrangers en France, et un nouveau fichier qui s'appelle l'ANEF, l'administration des étrangers en France. La multiplication de l'administration. Voilà. Alors, ce n'est pas louvois, mais maintenant, ils n'arrivent pas à fusionner les deux, donc on n'a plus un fichier qui marche vraiment. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a des poches comme ça de fraude possible, avec aussi un peu de fraude sociale qui peut servir à autre chose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que Charles essaye d'expliquer, c'est que c'est pas une fraude de pauvres ni une fraude d'émigrés, c'est une fraude organisée. Mais quand vous avez un système qui est un aimant à fraudeurs, vous avez des filières qui s'installent et cet argent-là est perçu, après il est sur des comptes, il est transformé en espèces et après il peut servir à acheter des armes ou à faire ce qu'on veut. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, on le dit, il y a une législation. En fait, c'est une cuirasse qui a beaucoup de défauts, quoi. C'est un peu ça. Non, c'est des défauts qui n'ont pas de cuirasse. Moi, je prendrais ça à l'envers, si vous voulez. C'est qu'il y a énormément de trous dans la raquette et qu'à partir du moment où vous avez un système qui est poreux, les gens viennent faire de la criminalité organisée, voilà, et ils viennent bénéficier. Et après, si vous voulez, une fois qu'ils ont récupéré leur argent, l'usage, il peut être juste de l'enrichissement personnel. C'est pas bien, ça vole l'État, ça vole tout le monde, et le citoyen, de toute façon, finit toujours cocu. C'est comme ça. Bon, sa vocation. Voilà. Et ensuite, ça peut servir à autre chose. Ça peut servir à de la drogue, ça peut servir à des armes, ça peut servir à toute une criminalité finalement organisée. Et tout ça est quand même extrêmement dommageable pour l'économie. Bien sûr. Et pas seulement. Et puis tout à l'heure, on parlait de blanchiment. Enfin, je vous rappelle quand même, puisque j'ai encore quelques minutes, qu'on a quand même trouvé 1,5 million en espèces au Parlement européen, dans une affaire qui s'appelait le Qatargate,
n'est-ce pas? Donc, des valises pleines de billets dans l'appartement d'une députée. Voilà. Absolument. Que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de jugement. Et que non seulement... Il y a pas toujours... Ah oui, l'affaire n'est toujours pas jugée. Et que non seulement c'est un crime social, on va faire du Georges Marchais, mais c'est un crime pour les plus jeunes d'entre nous, non seulement c'est un crime social, non seulement ça apparaît comme étant un crime sans victime, parce que c'est en col blanc, on n'a pas l'impression qu'il y a du sang. Pour ça, on ne sait pas s'il y en a derrière ou pas. Il y a des valises pleines de billets, voilà. Tout va bien. Mais c'est surtout un crime démocratique, parce que les gens pensent que c'est en toute impunité qu'elle se balade avec 1,5 million de cash chez elle. Donc, si vous voulez, vous parliez de blanchiment, on a un cas très très proche au Parlement européen pour lequel on n'a toujours pas de solution. Donc, comment voulez-vous que la kebab du coin qui va faire 1000 balles de blanchiment va se faire taper dessus, et que pour 1,5 million au Parlement européen, on n'a toujours pas de jugement, ou quasiment pas, ou en tous les cas, rien qui est sauté aux yeux. Et Nathalie Goulet, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour, blanc ou noir. Mais je vous apprends rien. Mais au fond... vous dites qu'aujourd'hui, est-ce que ce que vous dites qui est mondial, c'est au niveau mondial, est-ce qu'il faut non pas un gouvernement mondial, surtout pas, mais est-ce que c'est une gouvernance mondiale ou une coordination mondiale qui peut, je ne dis pas effacer tout cela, diminuer ça, c'est disparaître tout cela, mais est-ce que ça peut diminuer tout cela? C'est un niveau international. Alors il y a une très bonne coopération désormais internationale avec le groupe Egmont sur les cercles les structures de renseignement financier qui deviennent de plus en plus performants. Il y a l'utilisation évidemment de l'intelligence artificielle. Il y a évidemment le name and shame, parce que si vous voulez, la réputation des pays, ça compte aussi. Oui, enfin, écoutez, quand je suis un petit paradis fiscal, ma réputation, si je me remplis les caisses, est-ce que vraiment mais quand vous êtes un grand pays pétrolier et que vous avez vocation à devenir un leader dans une région, vous n'avez pas envie que ça vous colle comme un sparadrap. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'ils sont aujourd'hui en Arabie Saoudite, les Lavrov, les Rubio, et demain, les Trump et les... Mohamed Ben Salman se fait une belle virginité en ce moment. Oui, mais vous savez que l'Arabie Saoudite, notamment, a fait une très forte coopération avec notre service de renseignement financier pour mettre en place un service d'abord anticorruption, puisque je vous rappelle qu'en arrivant, il a fait des poches de tous les... d'un certain nombre de milliardaires de son pays. Il a mis les pendules à l'heure. Et puis, pour le reste, il y a une très forte coopération pour essayer de mettre de l'ordre dans la maison. Et ça marche assez bien. La note de l'Arabie Saoudite au GAFI est bien montée, voilà. Donc vous dites que c'est noir, mais c'est pas désespéré. Ah non, c'est pas du tout désespéré, mais il faut une vraie volonté. Il faut, si vous voulez, je pense quand même que le binôme Darmanin-Retailleau a une bonne chance. Darmanin a dit qu'il allait faire la guerre au blanchiment, donc moi je vais lui faire des propositions. Il a dit qu'il allait s'attaquer le 7 février dernier au trafic de migrants. Je pense qu'il a lu mon livre et qu'il allait arriver à la lettre T. Mais je crois, si vous voulez, que la volonté affichée réelle sur le narcotrafic, qui vient d'une commission d'enquête du Sénat sur lequel on a bien travaillé, va pouvoir faire, à mon avis, jurisprudence sur d'autres matières. Moi-même, je tiens le crayon d'une commission d'enquête sur la criminalité organisée qui va... dont je vais probablement dans quelques mois je vais rendre un rapport dans quelques mois. Je pense que ça va, si vous voulez, donner l'exemple qui a été pris sur le narcotrafic, va permettre de travailler sur la criminalité organisée globalement. Et donc sur le terrorisme, et donc sur l'expansion du terrorisme. Mais c'est la fraude et l'évasion fiscale qu'il faut taquer. C'est là qu'il faut taper. Eh bien écoutez, du pain sur la planche, mais on compte sur vous. Nathalie Goulet. Je ne suis pas une femme de renoncement. Je ne crois pas. En tout cas, vous le montrez dans votre livre. Je rappelle, Nathalie Goulet, L'argent du terrorisme, aux éditions du Cherche Midi. Vraiment à lire. Et voilà, ce sera une cuirasse. Celle-là n'a pas trop de défauts. Pour l'instant. Et si vous voulez réécouter ce podcast, cette émission, vous pouvez réécouter tous les podcasts et toutes les émissions sur nos plateformes Spotify, YouTube ou le site internet de Sud Radio. À demain.